Salut tout le monde, je vais vous faire deux vidéos sur le cours RMN et une autre vidéo, on va corriger le QCM les plus importants qui tombent souvent en annale. Donc c'est le QCM qu'il va falloir vraiment connaître par cœur pour le jour du concours. Donc dans ces vidéos, on va voir les points les plus importants du cours. Juste les premières pages, on va aller un peu vite parce que c'est pas les plus compliqués à comprendre. Au moins, on peut passer du temps sur les dernières pages. Donc si vous avez des questions sur des points du cours que j'ai sautés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc on va commencer juste ici. Une charge électrique en mouvement au point P va créer en un point M un champ de force appelé champ magnétique, noté B avec une flèche en haut. Donc en fait ici on nous explique qu'au niveau du point P, il va avoir une charge électrique qui va avoir une influence sur le point M juste ici. En fait cette influence ça va correspondre au champ de force magnétique. Donc c'est ça le champ magnétique juste ici. Donc ce champ de force magnétique va avoir une unité qui est le Tesla, noté T, qui correspond à 10 000 Gauss. Donc ce qui est important aussi dans le cours RMN, c'est que les formules, il faut les connaître vraiment par cœur. Mais juste les schémas, genre juste ici, ils sont juste à comprendre, c'est pour la compréhension, mais ils vont pas tomber le jour du concours. Donc bon, ça c'est pas à retenir. Donc là, il va avoir, on peut remarquer qu'ici, il y a une formule, et en fait, ici, il va avoir les deux dérivés de cette formule. En fait, c'est celle de base. Donc ici, champ magnétique créé par plusieurs charges en mouvement. Donc en fait, en haut, on avait vu par une charge, c'était au niveau du point P. Et là, en fait, c'est la même formule avec plusieurs charges. Donc, en fait, on va avoir une addition de charges. Et c'est pour ça qu'ici, on a la somme, parce qu'on va avoir plusieurs charges. Ensuite, champ magnétique créé dans une distribution volumique quelconque de charge électrique. Donc, en fait, pareil, ici, on va avoir la notion de volume. Donc, c'est pour ça que dans la formule, on rajoute le volume. Donc, ça, on passe. Ça, ouais, juste c'est important, la notion d'onde progressive sinusoïdale. Hop. Ok, ici aussi. Donc dans le vide, la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique est la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière correspond à la célérité, bien sûr. Et la célérité est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu matériel d'indice de réfraction n, la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique est de V est égal à C sur n. Donc je m'explique. Donc V déjà, ça correspond à la vitesse. C, ça correspond à la célérité qui est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc C ne change jamais. Et en fait, ce qui va changer, c'est n, qui correspond au milieu matériel. Donc en fait, cette formule nous montre que selon le milieu, donc selon n, la vitesse va varier. C'est-à-dire que si on se trouve dans l'eau, par exemple, ou dans l'air, la propagation de la vitesse de la lumière ne va pas être la même. Parce qu'on sait que dans l'air, le milieu matériel est égal à 1. Donc, dans l'air, la vitesse de la lumière va être égale à la célérité. Alors que dans l'eau, n n'est pas égale à 1. Donc la vitesse ne va pas être, la vitesse de la lumière ne va pas être égale à la célérité. Donc en fait, ça dépend du milieu matériel dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est très important. Ensuite, approche corpusculaire. Donc la particule associée à la propagation d'une onde électromagnétique est appelée photon. Donc en fait, le photon, c'est une particule élémentaire qui est la base de l'interaction de l'électromagnétique. Donc en gros, ça signifie qu'il va être associé aux ondes électromagnétiques, comme par exemple la lumière visible, on le voit juste en bas. Ouais. Il va être associé à tous ces exemples qu'on verra plus tard, donc la lumière, les rayonnements infrarouges, les micro-ondes, ou alors les rayonnements de radiofréquence. Bon, ça on verra plus tard. Juste ce qui est super important aussi, c'est les caractéristiques du photon. Donc le photon n'a pas de masse, le photon n'a pas de charge électrique aussi. Donc ouais, cette formule est importante. Juste, donc E est égal à hc sur lambda. Juste, il ne faut pas confondre la fréquence qui est en seconde moins 1 et la période qui est en seconde. Ça, ils le font souvent tomber en QCM, donc ne pas confondre. Donc cette formule, je vais revenir plus tard. Donc spectre électromagnétique. Donc en fait, ce spectre va nous permettre de classer les ondes électromagnétiques parce que en fait, il y a ça, il y a les radiofréquences, il y a les micro-ondes, il y a les infrarouges, il y a les visibles, les UV proches, UV lointains, les rayons X et les rayons gamma. Donc grâce à ce spectre, on va pouvoir classer ces rayons dans différentes catégories. Donc, comme on le dit ici, on va classer les ondes électromagnétiques en fonction de l'énergie, la fréquence et la longueur d'onde. Donc juste ici, toutes
les valeurs. Les valeurs, elles sont, enfin moi en tout cas à mon année, elles n'ont pas été à connaître. Mais juste, il va falloir savoir l'ordre des fréquences, juste ici. L'ordre des fréquences, c'est-à-dire que le micro-ondes, il va avoir une fréquence plus faible que le rayon X. Mais sinon, toutes les valeurs ici ne sont pas à prendre. Donc on reprend ici. Donc par convention, le seuil de ionisation est de 13,6 électronvolts. C'est-à-dire qu'en fait, tous les rayonnements qui vont être inférieurs à 13,6 électronvolts vont être les rayonnements non ionisants. Donc c'est tout cela. C'est les radiofréquences, les micro-ondes, les infrarouges visibles et les UV proches. Et tout ce qui va être supérieur à 13,6 électronvolts, ça va être ionisant. L'énergie des rayonnements augmente avec leur fréquence, mais leur longueur d'onde diminue. Donc en fait, c'est la formule de tout à l'heure. Donc là, on voit que l'énergie est égale à la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde. Donc l'énergie est aussi égale à la constante de Planck fois la fréquence. Donc en fait, c'est pour ça qu'on nous dit que l'énergie des rayonnements augmente avec leur fréquence. Parce que ici, si l'énergie augmente, la fréquence va forcément augmenter aussi. Mais la longueur d'onde diminue. Donc en fait, on le voit ici. Donc l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc si l'énergie augmente, la longueur d'onde va diminuer. Donc ici, on va voir les exemples des rayonnements. Donc les radiofréquences, micro-ondes, infrarouges. Donc ouais, juste ce qu'il faut retenir. Bon, en vrai, tout est important. Pour les radiofréquences, il faut retenir que les générateurs résonnent dans le domaine des magnétrons. Et ils sont aussi responsables des RMN et d'IRM. Les micro-ondes, c'est dans le domaine des klystrons. Et ouais, une partie de son énergie par effet Joule, ça c'est important aussi. Bon, en fait, tout est important, ça tombe au con qui aime ça. Donc pour le rayonnement UV, il y a 3 types de rayonnement. Donc UVA, c'est la lumière noire, UVB et UVC. Donc l'UVA, elle est faiblement énergétique. L'UVB, elle est ionisée au niveau moléculaire. Donc ça, c'est celle qui est responsable des érythèmes cutanés. Les UVC, elle permet de purifier l'eau et elle est très énergétique. Et enfin, on a les rayons X et gamma. Donc en fait, les deux, ils vont couvrir la même gamme d'énergie. Ils sont très énergétiques, donc encore plus que les rayonnements UV. Ils vont couvrir la même gamme, mais ils vont différer au niveau de leur origine. Parce que les rayonnements X, ils vont prendre leur origine, enfin, ils vont être. Leur origine, c'est au niveau du nuage électronique des noyaux atomiques. Et autour des noyaux atomiques, pardon. Et les rayonnements gamma, eux, à l'inverse, ils vont être au sein des noyaux de certains atomes. Donc en fait, c'est vraiment juste ça qui va le différencier. Donc ensuite, en fait, les pages d'avant, c'était un peu l'introduction. Là, c'est vraiment le début du cours qui va commencer. Donc l'IRM consiste à réaliser la cartographie des protons de long selon leur densité ou leurs caractéristiques de relaxation. Bon, cette phrase, elle est super importante, mais on va mieux la comprendre avec la suite du cours, enfin, avec les exemples et tout. Juste faut faire attention parce que c'est bien les protons de long, c'est grâce aux protons qu'on peut réaliser l'IRM. Donc on va avoir trois phénomènes en RMN, pardon. Donc la polarisation, l'excitation et la relaxation, qu'on verra après. Donc cette partie, vous l'avez un peu vu normalement avec Orbital. Juste là, il va y avoir des formules en plus. Donc ici, on a une nouvelle formule avec le moment angulaire. C'est le J. Donc J est égal à valeur absolue de L plus L. Donc en gros, ici, on va avoir trois couches. Donc par exemple, pour la couche 1, on va avoir 2 nucléons de chaque type. Pour la couche 2, on va avoir 6 nucléons de chaque type. Et pour la couche 3, on va avoir 12 nucléons de chaque type. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous résumer ça. Pour trouver, ça c'est super important, ça tombe beaucoup. Pour trouver combien de couches on a, combien de nucléons on a pour la couche 1, sans passer par cette formule, on va faire, attendez, je vais la marquer. Voilà, à noter. Là, vous avez marqué cette formule dans le cours. Donc n plus 1. Donc en fait, là, vous avez juste à apprendre cette formule et vous allez appliquer cette formule pour chaque couche après. Donc par exemple, pour la couche 1, n c'est le nombre de couches. Donc pour la couche 1, vous allez remplacer n par 1. Donc ça va faire 1 plus 1, donc 2 fois 1, 2 nucléons. Pour la couche 2, ça va faire 2 plus 1, donc 3 fois 2, 6 nucléons. Pareil, pour la couche 3, 3 plus 1, 4.
x 3, 12 nucléons. Donc voilà, c'est une petite formule qui permet de ne pas se tromper. Donc ensuite, là, les zooms, hop. Là en fait on va voir comment on sait si on peut voir ou pas un atome en RMN. Donc là on a un petit rappel, Z c'est ce qui est en bas, c'est le numéro atomique, et A c'est le nombre de masses. Donc on nous dit que là on nous donne 3 exemples d'atomes, donc l'atome d'hydrogène, deutérium, d'hélium, et là on va voir si on peut les étudier ou pas en RMN. Donc on nous dit que si A, c'est-à-dire le nombre de masses, est pair et Z est pair, il n'y a pas de RMN, parce que I est égal à 0, et I en fait c'est le spin nucléaire. Donc il est égal à 0 parce qu'ils sont tous appareillés, vu que tous les spins sont appareillés, bah, il n'y a pas de RMN. Si A est impair et Z pair ou impair, donc I demi-entier, donc il va avoir un RMN. Et là, s'il y a pair et impair, il va être entier, donc il va avoir un RMN. Donc là, l'exemple de l'hydrogène, là on voit que le A, il est impair et que le Z, il est impair, pardon. Donc, c'est l'exemple d'ici, impair et impair. On va avoir I demi-entier, c'est-à-dire 1 demi. Donc les RMN va être possible, il va avoir un RMN pour l'hydrogène. Pour le deutérium, le 2 est pair. Le 2, ça correspond à, là c'est le Z. Donc le 2 est pair et le 1 est impair. Donc on est dans cette configuration, pair et impair, I entier. Donc on va avoir un RMN entier, donc on va avoir le 1. Ensuite, l'atome d'hélium, donc 4, ça correspond à, donc il va avoir pair et le Z au 2 est pair. Donc pair et pair, on est ici. Pardon. Donc il va pas avoir de RMN car tous les spins vont être appareillés. Donc RMN impossible. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'atome d'hydrogène, on peut l'étudier en RMN. L'atome de deutérium, on peut aussi l'étudier, mais par contre l'hélium, on ne pourra pas l'étudier en RMN. On ne pourra pas le voir. Pardon. Donc là, on a une nouvelle formule. Cette formule, elle correspond à U, enfin, ça c'est le moment magnétique. Juste ici, le moment magnétique, et correspond à la charge rotatoire, en rotation, est égal au rapport gyromagnétique fois L. L, elle correspond à la masse en rotation. Donc ça, gamma, c'est le rapport gyromagnétique, et caractéristique du noyau, il est proportionnel à la charge de la particule, parce qu'en fait, hop, donc en fait on a ça, le rapport gyromagnétique est égal au moment magnétique sur, voilà il y a la flèche, donc le rapport gyromagnétique est égal au moment magnétique sur le moment cinétique. En fait on fait passer le moment cinétique en bas, donc on a ça. Donc là, on est d'accord que le rapport gyromagnétique est proportionnel à la charge de la particule, donc proportionnel, et le rapport gyromagnétique est inversement proportionnel à la masse de la particule, et la masse, elle correspond au moment cinétique. Donc ensuite, on va voir la polarisation dans la deuxième vidéo. Donc la polarisation sera suivie. En fait, c'est les 3 points qu'on a vus tout à l'heure. On va voir polarisation. Ouais, c'est tout ça. Ensuite, il va y avoir l'excitation. Et ensuite, on va voir la relaxation.